Mange. Non, j'aime pas. Goûte au moins. Non, Elle a pas envie, elle a pas envie. Non, t'as pas mieux à dire. j'aime. Comme dans cette publicité d'Intermarché où une petite fille cherche à grandir en mangeant de la soupe, de même le produit intérieur brut d'un pays, pour grandir, continuer à augmenter, doit manger de la soupe. De la soupe pour la croissance économique? N'importe quoi. Peut-être, mais pas complètement. Pour que la croissance économique soit constante, ou qu'elle augmente régulièrement, il faut bien l'alimenter, c'est-à-dire agir ou créer des facteurs qui favorisent l'augmentation du PIB. Bien entendu, vous ne verrez jamais un économiste vous parler de soupe ou d'aliments pour expliquer la croissance du PIB. Les facteurs de la croissance, c'est beaucoup plus classe. Moi, je vais vous parler des moteurs de la croissance. Du milieu du 19e siècle à 1945, la croissance économique s'est nourrie de l'industrialisation, de la naissance de très grandes entreprises et d'une productivité qui n'a cessé de progresser. Tout au long de la seconde moitié du 19e siècle, deux vagues d'industrialisation favorisent la croissance économique. Par industrialisation, il faut comprendre un processus par lequel les activités industrielles augmentent, mais également s'intensifient, si bien que la production industrielle dépasse la production agricole. Comme vous le savez sans doute, tout commence en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, où une série d'innovations liées à la machine à vapeur ont permis le décollage de la croissance industrielle au Royaume-Uni. D'abord dans le textile, avec la mécanisation du travail du coton, puis le chemin de fer, et avec le chemin de fer, c'est la production de charbon qui s'emballe. Au cours de la décennie 1860-1870, de nouvelles innovations boostent la croissance économique. L'électricité, la mise au point du moteur à explosion, favorise l'essor de nouvelles industries. La sidérurgie, l'automobile, mais également la chimie, sans oublier l'industrie pétrolière, voire indirectement l'industrie cinématographique. Innover, rechercher et mettre au point de nouvelles inventions, produire à grande échelle, concentrer la main-d'œuvre dans les usines, agrandir les usines, acheter des équipements, des machines, tout cela coûte cher. Que dis-je cher? Tout cela coûte très cher. Un capitaine d'industrie, un patron n'a pas le choix. La croissance de son entreprise en dépend. Il doit disposer de sommes d'argent considérables. Mais comment faire? Le truc, car il y a toujours un truc, le truc s'appelle la société anonyme. Partons de notre patron qui a besoin tant d'argent. Pour produire, il dispose d'un certain nombre de moyens. Son usine, les machines qui s'y trouvent, les matières premières, les sources d'énergie, etc. C'est le capital de son entreprise. Ce capital, il va le diviser en actions. Chaque action étant un titre de propriété de son entreprise. Puis, il va les vendre auprès du public. Sur un marché, c'est la bourse. Si le prix de vente de son action augmente, c'est autant d'argent qui entre dans son entreprise et autant d'argent dont il dispose pour investir. Incroyable! Rappelez-vous la Ford Company? Qu'est-ce que c'était bien! Messieurs Frederick Taylor et Henry Ford. Avec eux, tout augmente. La production comme la productivité. Que nous proposait encore notre ami Taylor? Tout simplement de réorganiser le travail. Pour lui, tout doit être organisé scientifiquement. Pour les ouvriers, c'est plutôt la grosse galère. Avant, ils avaient un métier, je veux dire un vrai métier. Ils arrivaient le matin et de leurs mains, ils fabriquaient un produit. Avec l'ingénieur Taylor,
tout ça, c'est fini. Les tâches sont décomposées, chronométrées, plus de savoir-faire, seul compte le geste précis. Vive le travail à la chaîne! Henry Ford, quant à lui, ça c'est un malin. Il est prêt à payer des salaires plus élevés aux ouvriers. Ça c'est du patron. Comme ça, les ouvriers pourront enfin s'acheter les biens qu'ils produisent. Si ce monde merveilleux commence à se répandre aux États-Unis et dans le continent nord-américain au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Européens devront patienter encore. Ils devront attendre le plan Marshall au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et la croissance des Trente Glorieuses pour découvrir ce monde merveilleux.